Bonjour, je suis Delphine Chabert. Bienvenue dans Chabert Envoie, un podcast de campagne parce que je suis candidate aux élections du 9 juin 2024. Un podcast pour donner la voix à d'autres parce que pendant mon mandat, j'ai travaillé de toutes les manières à rendre visibles les invisibles. Les aides ménagères, les mamans solo, les travailleuses du sexe, les personnes sans abri, les jeunes en décrochage, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Députée, j'ai porté leur voix dans les lieux du pouvoir, là où les décisions se prennent, mais pas par ces gens-là. Alors comme je fais campagne pour continuer à être députée, j'ai ouvert mon espace de parole à des personnes qui m'inspirent, des femmes beaucoup, mais pas que, parce que tout dans leur histoire est politique et que leur voix compte. C'est comme ça que je conçois la politique, que je la respire et que je veux la faire vivre avec vous. Allez, c'est parti pour 15 minutes de discussion ou plus et 1000 émotions, idées ou envies à partager. Tu vas nous expliquer ce que c'est et accompagnatrice de femmes victimes de violences. Alors Geneviève, je t'ai rencontrée dans le cadre de ton travail de père aidante de groupe de femmes victimes de violences. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est déjà être père aidante ? Père aidante, dans le mot père aidante, il y a le mot père, P-A-I-R. Donc par définition, je suis une de leurs semblables. Mon collègue a pour habitude de m'appeler même et autre, dans le sens où je suis une ex-victime, mais je suis aussi un lien thérapeutique très puissant avec elle, entre autres en groupe de parole. Donc, si je suis une semblable, c'est que par définition, j'ai moi-même vécu des violences de genre étant petite fille. Sexe non désiré par ma mère, donc je grandis sur des bases peu solides. Il est difficile pour moi d'être une petite fille dans le contexte de l'éducation patriarcale judéo-chrétienne dans laquelle je suis élevée. À l'âge de 7 ans, elle tente de m'étrangler. C'est déjà une façon, aujourd'hui je le ressens avec le recul, mais c'est déjà une façon de couper la parole des petites filles dans les familles. J'ai tendance à dire que les familles sont les plus grandes couveuses de silence et que les mères, et pourtant j'en suis une, ont un rôle à jouer aussi dans ce silence. À 17 ans, je vais subir des violences sexuelles. Donc, j'ai pour habitude de dire également que, mal construite petite fille, ne trouvant pas ma place à l'âge de 7 ans, je n'ai pas la capacité à dire non, à affirmer, à m'affirmer. Et donc, je vais faire de l'autostop. Et va arriver ce qui doit arriver. Quelques mètres plus loin, il s'arrête et je subirai des violences sexuelles sous la contrainte. Je parle énormément des notions de consentement quand je suis en sensibilisation dans les écoles. J'y suis depuis 3 ans, j'y viendrai après. Oui. Si tu t'intéresses à la fonction, bien sûr, que j'exerce dans ma profession. Et après cet événement traumatique, alors il sera emprisonné, etc., il y aura des audiences, mais on est dans les années 80-90, on n'est pas comme aujourd'hui, on n'a pas un GSM pour appeler, que ce soit MeToo, le centre, les CPVS, etc. Donc l'idée, c'est de retourner à l'école le lendemain sans autre forme de discours. Papa m'accompagnera au tribunal, mais rien ni personne ne propose à cette époque de proposer un accompagnement en rétablissement du traumatisme subi. Et c'est pour ça que je dis, pendant les 30 années qui vont suivre cet événement traumatique, je vais développer des addictions, des conduites à risque, et puis des répétitions de soumission. Cette position de paillasson que je prends en tout début de ma vie de femme, de mère, d'adulte, je l'attribue très certainement à cette disparition de l'estime de moi-même. N'ayant pas trouvé ma place enfant, ayant subi des violences sexuelles, je m'estime en position de paillasson dans mon mariage. C'est en 2014... donc bien des années après, il faut savoir que les violences subies, les traumatismes, le stress post-traumatique qui vous ronge, la peur de tout, peur tout le temps sans que vous ne vous l'expliquiez vraiment, elle cause des dégâts, elle impacte la santé mentale et aussi la santé physique. Et je me retrouve tout au début de mon mariage
diabétique insulinodépendante. Probablement une succession de chocs émotionnels ou un choc particulièrement dur à supporter. Donc là, je suis au début de mon mariage. Et en 2014, l'endocrinologue qui me soigne et ils sont informés des violences que j'ai subies, que je subis encore dans mon couple, des violences psychologiques, physiques, administratives, économiques, intrafamiliales aussi. Ils sont informés, il me dit, je ne peux pas continuer à vous soigner dans un tel climat d'angoisse. Et donc, sur base de cette réflexion, je vais contacter une psychothérapeute. Bien décidée que je suis à ce moment-là, de ne plus laisser les traumatismes diriger mes comportements que je qualifie parfois d'erronés, c'est-à-dire les répétitions de soumission, ne pas m'accorder de la valeur, ne plus prendre soin de moi, etc., tellement je suis engluée dans l'emprise du couple. Et je commence cette psychothérapie qui va durer jusqu'en 2021. Je vais pratiquer l'EMDR, c'est un retour aux cognitions positives par le mouvement des yeux. Et je me surprends un jour à dire à ma psychothérapeute, elle ne me dira jamais « tu dois quitter cet homme violent ». Mais moi, je me surprendrai un jour à lui dire « Vous savez, Madame Thierry, je ne sais pas revenir à mes valeurs et mes propres besoins tant que je suis à côté de lui. J'étais comme une coquille vide robotisée. » Et c'est en 2016, alors que je suis en proie à une peur terrible, parce que la violence psychologique, elle est très insidieuse. Lorsqu'il a donné des coups sur moi-même, et puis lorsqu'il a donné des coups à mon fils, tout ça est très insidieux. Je me souviens avoir dit maintenant que tu as frappé mon enfant, je vais devoir prévenir la police. Alors c'est très difficile un dépôt de plainte, ça dépend de beaucoup de choses, on se sent coupable, etc., on se sent perdu. Et dès cet instant, il a développé de grandes manœuvres de violence psychologique invisibles que les policiers ne reconnaissent pas encore aujourd'hui. Voilà, il faudrait avoir des bleus pour être reconnu victime de violence. Nous, on tient tout un autre discours. Il y a des tas de violences faites aux femmes, pas seulement des coups. Et donc, en 2016, je vois le spot à la télévision. C'est Marc et Sophie, si mes souvenirs sont bons, former le 0800 30 030. Et pas trop sûre de moi, je vais former ce numéro. Et en ligne, je vais avoir Jean-Louis Simons, qui m'a accueilli après au refuge et qui reconnaît les violences psychologiques, administratives, l'emprise, etc., sur lesquelles on n'ose pas mettre des mots. Tu n'es pas battu. On n'utilise plus ce terme-là aujourd'hui, c'est barbare. Tu n'es pas battu, donc tu n'es pas victime de violence. Eh bien, si. Et tout l'avantage du CVFE de Liège, c'est là que j'ai été hébergée, parce qu'il n'y avait pas d'hébergement dans ma région. C'est justement de valider, comme le disait tout à l'heure Noam, c'est très important ça. Valider, ne pas stigmatiser, ne pas étiqueter, on n'est pas là pour donner des diagnostics. On reconnaît que cette violence, cette domination a un impact sur la santé des mamans, mais aussi des enfants. Et je me retrouve, je quitte tout. Oui. Je quitte tout. Il me reste de 47 premières années de ma vie 2 sacs poubelles de vêtements d'hiver, parce qu'on ne peut pas prendre beaucoup de choses. Là-bas, on est 30 femmes dans des chambres à 4 lits. Ma machine à coudre, allez savoir pourquoi. J'ai été artisane. Et les albums photos de mes enfants. C'est absolument tout ce qui me reste des 47 premières années de ma vie. Il a changé les barillet de notre maison. Il a vendu, donc quand j'étais au refuge, je voyais mes meubles, mes souvenirs de famille, etc., qui défilaient sur eBay, sur seconde main. Je me souviens, nous avions un notaire pour la liquidation des biens, un notaire qui devait être impartial, m'avait-on dit. Et lorsque je lui dis que mes meubles sont à l'intérieur de la maison, après 17 ans de mariage, il me dit « Mais vous avez les factures, madame ?» Mais les factures, elles sont dans la maison.
Il m'avait broyé la main droite, j'étais plâtrée jusqu'au coude. Pensez-vous que je vais rentrer pour aller chercher mes factures? Et là, mon avocate m'a dit de ne pas me battre pour du vent, que de toute façon, la maison avait été vidée. Et donc, j'ai continué à me battre pour récupérer la somme de la valeur de notre maison commune. Mais encore aujourd'hui, il m'arrive de pleurer sur des babioles, hein, des petits bricolages des enfants. Toi aussi, t'es maman. Voilà, je n'ai plus rien. Mais je suis là. Je suis là et vivante. Je suis là, je suis vivante. J'ai récupéré l'usage de ma main. Et est-ce qu'on peut dire que tu es rétablie? Je suis en rétablissement durablement. Ouais. C'est-à-dire que je parle en switch. Avant, c'était dur de me rétablir. Aujourd'hui, je suis en rétablissement durablement. Tu vois comment le switch se fait entre l'ex-victime qui, en 2016, à un moment donné, reprend le pouvoir sur sa vie. On parlait d'empowerment tout à l'heure. Reprend le pouvoir sur sa vie, mais pas seul. Mais pas seul. Et c'est là que je fais mes premiers pas dans la pérédance, non pas encore professionnelle, mais dans la pérédance, dans le lien, dans le réseau, dans la résilience. Et au moment où, quand on quitte le foyer conjugal, on se dit « mais je vais être toute seule, j'ai peur », c'est dès cet instant qu'on n'est plus seul et qu'on a moins peur. Ça, c'est un message que je veux vraiment transmettre à toutes ces femmes qui n'ont pas... Et croyez bien que je respecte et que je comprends la difficulté de s'en aller. Hein. Jamais je ne leur en ferai le reproche. Hein. Mais je la comprends. Je voudrais les rassurer. Une fois dehors, n'ayez pas peur. Allez chercher de l'aide et sachez l'accepter. Nous, nos institutions, nous sommes là pour être des filets pour ces femmes. Donc, nous devons assurer, une fois les avoir écoutées, les protéger, leur apporter le soin. Et aujourd'hui, tu disais, enfin je le disais en te présentant en introduction, tu es accompagnatrice de femmes victimes de violences en qualité de père aidante. Qu'est-ce que c'est ton travail précisément avec ces femmes? Parce qu'on a vu ton parcours. Et la force incroyable que tu as trouvée en toi pour aujourd'hui accueillir les autres, accompagner ces autres femmes dans une démarche très généreuse, mais avec un statut particulier, de même, comme tu disais au début. Qu'est-ce que c'est ce travail que tu fais avec ces femmes aujourd'hui, actuellement victimes? Je dis toujours accompagnatrice avec beaucoup de... Je suis prudente parce que... Et Noam, c'est aussi un psychologue de cet ordre-là. J'entends dans ses mots qu'il est intéressé par l'approche de la personne vraiment telle qu'on l'a définie en clinique. Hein. C'est ce que je m'applique à faire. Je ne suis pas là pour leur dire comment faire. Je ne suis pas là pour leur dire de partir. Je suis là pour leur dire, entre autres en groupe de parole, que j'ai vécu un parcours extrêmement difficile, je dirais presque de l'intra-utérin à 2016, hein, je dirais à plus ou moins, et qu'à ce titre, je peux les entendre avec... Souvent, j'ai ma posture en groupe de parole, lorsque je suis assise, j'ai ma posture qui part en avant, on forme un cercle vraiment comme ceci, parce que ce sont des mots verbalisés, pour moi, est une urgence de santé publique. Donc moi, je suis là pour les aider à parler. Et quand elles ont du mal, parce que bien sûr que nous avons honte de confier ce qui nous est arrivé, avoir été fragiles, s'être laissé faire, avoir embarqué nos enfants dans ça, on culpabilise, on a honte. Et quand je vois qu'elles ont du mal ou qu'elles baissent les yeux, alors je raconte un morceau de mon histoire dans lequel j'ai développé la culpabilité, la honte, la perte d'estime de soi, la perte de la valeur. Et elles entrent en empathie avec moi et elles se confient à leur tour. Ça, j'en ai la chair de poule en t'en parlant. Parce que c'est comme ça qu'on peut aider des femmes à parler. On les invite à parler en jeu, à parler de leurs ressentis, leurs émotions, etc., leurs regrets, leurs ressources, beaucoup. Oui, c'est ça, leurs ressources. Comme toi, tu en as eu beaucoup, malgré un parcours extrêmement difficile. On voit ta pratique et ton cheminement, et tu disais je suis en rétablissement, donc je crois que c'est un processus en fait
dans lequel tu avances. Quels sont tes rêves, tes projets aujourd'hui pour toi et peut-être pour tes enfants, je ne sais pas. Oui, j'ai mes enfants. Nous, c'est pas un rêve, c'est notre réalité. J'appelle ça mon triangle gagnant, mon fils, ma fille et moi, avec mon petit-fils au milieu. Ça, c'est notre force. Hein. Je dis parfois, nous sommes des autodidactes de l'amour, puisque je ne me suis pas sentie aimée ni choyée de ma propre mère. Donc, nous avons appris sur le tas. Leur papa est décédé, donc on a fait ce qu'on a pu. Tes projets pour toi. Oui. Voilà, donc ça, les projets pour mes enfants, c'est fonder une pierre angulaire solide, où on apprend à se pardonner, où je leur demande pardon de les avoir embarqués dans des histoires telles que celle-là. On se pardonne et on s'aime. Mes projets à moi, j'y suis presque. En 2019, quand j'étais dans ma maison en début de rétablissement, une étudiante en criminologie est venue m'interviewer pour une thèse conjointe à 3 universités. Et je me surprends à lui dire à ce moment-là, mais tu sais, moi j'aimerais bien aujourd'hui, à mon âge, on est en 2019 plus ou moins, j'aimerais bien être la Geneviève finalement qui m'a tant manqué là. Oui. Quand j'avais 17 ans, là, toute seule pour aller reconnaître derrière une vitre l'auteur, toute seule en confrontation. Les notions de consentement, ça n'a rien à voir avec les balbutiements qu'on a aujourd'hui. C'est très récent, la définition du consentement. Eh bien, j'aurais aimé être accompagnée de moi aujourd'hui, tu vois, un peu. Et elle me dit, mais il y a une formation qui est faite pour vous, en fait. C'est la formation à la pérédance de l'université de Mons. Et je pose ma candidature et je vais faire cette formation. Je vais articuler mon travail de fin de formation sur les traumatismes des violences subies, les impacts sur les comportements, la perte d'estime de soi, les addictions, les conduites à risque, les répétitions de soumission. Comment retrouver cette estime de soi pour autant qu'on l'a déjà eue un jour. Dans ce processus, quelle est la place des autres et j'en arrive à la pratique de la pérédance. Eh bien, mon rêve aujourd'hui, c'est d'être à côté de toutes ces petites Genevièves-là, qui ne se sentent pas aimées, petites, qui se sentent étranglées, qui ont subi des violences, et puis des violences encore après, par un mari qui était censé me protéger. Vous voyez, voilà. Je voudrais être à côté de ces femmes, voilà. Et je suis sur Bruxelles actuellement parce qu'il n'y a pas de maison d'hébergement encore dans ma région, donc il faut courir loin. Mais nous travaillons sur un projet qui pourrait se concrétiser en 2026. Et là, j'entame un travail, un nouveau groupe de parole en co-animation avec le service marchois d'aide aux justiciables du parquet de ma région. Donc, j'arrive à 55 ans, là où je voudrais accompagner la Geneviève qui était dans ce même tribunal à 17 ans. Alors qu'elle avait 17 ans. Ça, c'est mon rêve, Delphine. Geneviève, si demain tu es ministre, tu as un grand pouvoir et voilà, de changer les choses, quelle serait la première décision que tu prendrais ou les 3 premières, tes 3 priorités? Mais moi, ça fait 3 ans que je travaille dans les écoles, à l'attention des 3e secondaires. Nous les sensibilisons avec leur participation active aux violences entre partenaires intimes. Ils sont déjà impactés à 14 ans pour eux ou pour leur famille. Ils sont très attentifs. Ce sont des ateliers très riches. On fait ça la semaine de la Saint-Valentin, la semaine du 25 novembre, tu vois, tout ça, un objectif. Si j'étais ministre de l'Éducation, c'est évident que je mettrais dans les cours généraux, au même titre qu'on pourrait mettre la morale ou le civisme, etc., l'apprentissage des schémas transgénérationnels de nos mères au foyer, de nos pères qui vont travailler, etc., et qui initient les garçons et les filles à finalement continuer dans ce schéma malgré eux, parce qu'ils jouent dans la cour de récréation à l'abri de bus à dominer les filles ou inversement. Donc je pense qu'il y aurait un cours obligatoire. Qu'est-ce que c'est que le processus de domination conjugale ? Quel impact ça a sur la santé de vos partenaires qui sont abîmés, déconstruits, dépersonnalisés ?
Hein? Comment pourriez-vous faire autrement si ce n'était pas votre société qui vous en montre le modèle? Quel serait votre modèle à vous? Ça me tiendrait à cœur si j'étais ministre de l'Éducation. Geneviève, une dernière question. Est-ce que tu te sens invisible? C'est paradoxal, mais je me sens à la fois visible et invisible. Dans le sens où je suis plus visible aujourd'hui puisque je me suis tue pendant toute ma vie et qu'à présent je brise le silence à travers des expos, Oui. je réponds à des articles dans le magazine Alter Eco, etc. Donc là, je brise le silence. Je suis près de toi aujourd'hui Tout à fait. pour briser le silence. Donc de ce point de vue-là, je suis plus visible. Pour ma famille, pour avoir parlé, je suis devenue invisible. Et c'est très souvent le cas, allez, je vais presque dire 5 personnes sur 7 dans le groupe de parole évoquent combien leur famille leur demande de se taire, de mordre sur sa chic, voilà, et de ne pas parler des violences faites aux femmes. Donc, voilà, ça me touche beaucoup, ça. Cette invisibilité-là me touche. Alors, je n'attends pas une reconnaissance de ma famille ou des gens qui sont jugeants, parce qu'on en rencontre des tonnes dans les violences faites aux femmes, des gens qui ferment les yeux, peut-être tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est une forme d'invisibilité. Mais je continuerai à monter au créneau, je continuerai à manifester, je continuerai à parler, à briser et à inviter toutes les femmes encore silencieuses à en faire autant. Merci Geneviève, merci pour cette discussion et pour ta générosité. Merci à toi. Merci beaucoup. Geneviève, vous l'avez entendu, mais je ne sais pas si vous avez vu son sourire. Il est lumineux, vraiment. Et pourtant, vous l'avez écouté nous raconter ses drames d'enfants, ses souffrances et ses blessures de femme. La destruction d'elle toute petite a détruit toute l'estime qu'elle avait d'elle-même, au point de se mettre en danger dans sa vie d'adulte, en danger et de supporter l'insupportable pendant de très longues années, avec ses enfants en plus, et la culpabilité qui va avec. Et puis, il y a son parcours de rétablissement. Comment elle se relève, comment elle se consacre aux autres femmes victimes de violences, comment elle se rétablit notamment par son métier de père aidante. Geneviève, je vous cache pas, c'est un peu mon coup de cœur du podcast, mais surtout de ces 5 dernières années. Ce qui me touche le plus, c'est sa douceur, c'est son intelligence, c'est sa générosité sans limite et c'est son sourire. Après l'enregistrement, Geneviève, elle est venue dormir chez moi parce qu'elle avait plus de train pour rentrer chez elle. On a partagé une soupe, on s'est un peu raconté nos vies, on s'est écouté, et puis on a célébré la sororité. Parce que la sororité, c'est hyper important pour Geneviève. C'est presque une raison de vivre. Et pour moi aussi. Mais c'est pas si simple, vraiment, surtout en politique. Alors j'aimerais, si je suis élue, renforcer la prévention aux violences sexistes et sexuelles par des campagnes de sensibilisation. Je voudrais plus d'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l'école, pour agir déjà dans l'enfance et la jeunesse. Je voudrais soutenir et déployer des centres de prévention et de prise en charge des violences, les CPVS. Je voudrais plus de cellules EVA, c'est là des cellules où les policiers sont formés à l'écoute et à l'accueil des victimes. Je voudrais plus de places d'hébergement pour les femmes qui doivent quitter leur domicile et parfois avec leurs enfants. Des espaces publics et des lieux festifs qui sont safe pour les filles. Et puis je voudrais des vraies solutions pour les violences en ligne. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais tout ça c'est possible. Des pays l'ont fait comme l'Espagne et moi j'ai envie d'y contribuer.